Allô, allô, bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne Signe Daphné. Aujourd'hui, je fais le Mid-Year Book Freakout Tag, mais je suis plutôt zen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Et comme je l'ai dit il y a quelques secondes, aujourd'hui, je suis là pour faire le bilan de ma mi-année livresque, dans le fond, pour voir comment ça se passe jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, au moment où je filme, on est le 7 juillet, donc je vais vous parler de ce qui s'est passé dans le fond de janvier jusqu'à juin. Je vais faire les questions du tag. Je veux juste mentionner que ce tag-là, dans le fond, il a cours depuis très longtemps, là, presque 10 ans, je pense, sur Booktube. Les créatrices sont Isdat Shami et Earl Grey Books, mais il a été adapté là, par plein de gens, autant sur des blogs là, que sur YouTube. Donc, je voulais rendre à César ce qui appartient à César. Donc, je vais répondre aux questions, mais je vais aussi vous parler de statistiques, ce qui est pas dans mon habitude, mais j'ai plusieurs amis qui sont très fans des stats, dans le fond, des stats de lecture, et qui ont fini au fil des ans par me contaminer. Donc, j'ai commencé cette année à tenir des statistiques de lecture. Est-ce que je vais le faire à toutes les années? Je sais pas, je vais voir comment ça se passe cette année. Mais j'ai donc des informations sur ça à vous partager. Avant que je commence officiellement, je vais simplement vous rappeler que comme d'habitude, toutes les informations sur les livres mentionnés, les comptes mentionnés, etc. se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. Et si jamais le contenu que je vous propose vous plaît, pourquoi pas faire un petit pouce en l'air, vous abonner. Et comme je ne publie pas de façon tout à fait régulière, vous pouvez activer la petite cloche là, pour être averti quand je publie une vidéo. Là, je vous avertis aussi, je vais regarder mon ordinateur pendant la vidéo parce que ben, pour les statistiques, là, ça va être plus aidant, donc voilà. Alors, mon objectif de cette année, c'était de lire 50 livres. Moi, je me tiens pas mal toujours autour de cet objectif-là. En fait, le vrai, ça serait 52 parce que je me dis un livre par semaine, ça me semble réaliste. Mais je l'arrondis à 50 livres depuis des années. Et puis, cette année, ça va plutôt bien. Là, je suis rendue à 37 livres lus de janvier à juin. Donc, je suis en avance. Là-dessus, j'ai 2 abandons. Puis, on sait que mon objectif de l'année, c'est d'abandonner plus. J'ai pas eu plus l'occasion d'abandonner que ces 2 fois-là, mais on va voir ce que le reste de l'année va me réserver. Ça me donne une moyenne de 6 livres par mois. Donc, on peut voir que le meilleur mois a été le mois de juin, suivi de près par le mois de mai. Par contre, ce qui explique ça, je pense, c'est que le mois de juin, j'ai lu beaucoup de petits livres. Donc, si on regarde le nombre de pages lues, j'en suis à 14 046. C'est quand même le mois de juin là, où j'ai lu le plus grand nombre de pages. Je pense que c'est parce que j'ai lu 3 assez gros livres, donc, dont un de presque 1000 pages. Alors, ceci explique cela. Et vous pouvez voir mon pauvre petit mois de février où j'ai lu un seul livre, donc peut-être 500-600 pages. C'était quand même un bon livre, si je ne me trompe pas, là, un Brandon Sanderson, mais c'est ça. Mon mois de février, ça a été, je pense, un petit peu pénible. Mais bon. En tout et pour tout, ça me donne une moyenne d'environ 75 pages par jour, ce qui est pas mauvais. Je me dis que si j'étais capable de me rendre à 100 pages par jour, ce serait peut-être mieux. Mais bon, pour l'instant, 75 pages par jour qui m'amène à 37 livres lus, je peux pas me plaindre. Ensuite, pour le genre littéraire lu, alors sans surprise, la fantasy est largement majoritaire, donc 47%, presque la moitié de ce que j'ai lu cette année, c'était de la fantasy. Il y a le contemporain qui suit de pas trop, il y a quand même une différence, mais c'est quand même le quart de mes lectures à 25%. Puis après ça, c'est varié, là. Donc, j'ai du polar thriller, du théâtre, du graphique, de la romance, de la science-fiction. Le polar un petit peu plus, je pense que j'en ai lu 2. Donc 2 ou 3, donc c'est pour ça. Je lis beaucoup plus d'autrices que d'auteurs, avec 73% de femmes et 27% d'hommes. Et cet homme est presque uniquement Brandon Sanderson. Ça, c'est drôle. Et aussi, sans surprise, on voit que je me tiens dans le roman adulte. Là, je suis à presque 79%, 78,4% de romans adultes, 21,6% de YA ou de New Adult.
ce qui reflète pas mal mes goûts actuels. Et au niveau des formats, c'est pas mal un tiers, là, pas tout à fait, mais l'audio est un petit peu plus représenté, ensuite le papier, puis les livres numériques, mais ça a beaucoup changé avec le mois de juin, parce que je vous dirais qu'avant le mois de juin, j'avais presque seulement de l'audio et des livres numériques, puis là, le mois de juin est venu renflouer les chiffres là, du papier. Donc ça a changé, on verra comment ça va être à la fin de l'année. Au niveau des notes, j'ai commencé cette année à y aller avec des points 5 parce que on dirait que le 1, 2, 3, 4, 5, ça convenait plus trop à ce que je ressentais là, suite à mes lectures. Donc on peut voir que le 4 étoiles, je me situe beaucoup dans le 3.5, 4, 4.5 étoiles. Le 4 étoiles est plus représenté que les autres. J'ai quand même eu quelques 5 étoiles, donc ça, je suis satisfaite. Je pense que ça veut dire que j'ai bien choisi mes lectures, somme toute, là, depuis le début de l'année. Ça, c'est bon. Je veux continuer dans cette veine-là. Et la moyenne des notes que j'ai données jusqu'à maintenant, c'est 3.75. C'est beaucoup mieux. L'année dernière, ce qui m'a donné envie de faire attention peut-être plus à comment je choisissais mes lectures cette année, puis aussi d'abandonner plus souvent si j'en ressens le besoin, c'est que ma moyenne de notes données était quand même basse. C'était genre 3.4 ou quelque chose comme ça, puis c'est pas ce que je recherche. J'aimerais ça avoir le plus de bonnes lectures possible. Donc à 3.75, je pense que là, je tiens quelque chose. Puis j'ai espoir de l'augmenter encore d'ici la fin de l'année. Pour ce qui est de la provenance des livres, je suis beaucoup dans l'Occident, dans le Québec, un peu du Canada, des États-Unis, de l'Europe. Donc clairement, ça manque de diversité. Mes lectures, j'ai 90% d'auteuristes blancs. J'ai lu quelques lectures autochtones. Je pense que j'ai lu une autrice noire cette année. Donc il y a clairement de la place là, pour que je diversifie tout ça. Est-ce que c'est un de mes objectifs pour le reste de l'année? Je suis pas certaine. Je vais y réfléchir, puis je vous en reparlerai. Donc, je vais maintenant passer aux questions du tag, mais j'ai pas fait beaucoup de vidéos cette année, donc j'ai un peu l'impression d'être redondante. Je vous ai pas parlé si souvent, donc j'ai l'impression que si vous avez regardé d'autres vidéos de moi, vous savez déjà tout ça. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire quand même parce que c'est agréable. Alors la première question, c'est le meilleur livre de 2024 jusqu'à maintenant, et moi, pour l'instant, sans contredit, c'est La Mesure de Nikki Erling. Ça a été mon premier 5 étoiles de l'année, ça a tardé à venir, là, je pense que c'était au mois de mai, donc j'en donne pas tant, hein, moi, des 5 étoiles, là, je donne ça avec parcimonie. Pour moi, un 5 étoiles, c'est un coup de cœur absolu que j'ai envie de relire, sinon je vais me tenir plus dans le 4.5-4. Donc La Mesure de Nikki Erling, moi je trouve que c'est plus un contemporain que de la science-fiction, même s'il est tagué science-fiction. Ça se passe maintenant, une journée comme ça, sans crier gare, toutes les personnes de 22 ans et plus reçoivent une boîte devant leur porte, en fait. À l'intérieur de cette boîte se retrouve un bout de ficelle, puis il est écrit « Voici la mesure de votre vie ». La boîte et la ficelle sont indestructibles, on ne sait pas d'où ça vient, et rapidement les gens se rendent compte que la longueur de la ficelle représente la longueur de la vie des gens, et puis ça crée une espèce de réaction dans la société, tant au niveau social que politique, qu'économique, au niveau des différences entre comment les pays vont gérer tout ça au niveau international, mais aussi comment les gens, eux, vont gérer l'arrivée de la boîte. Est-ce qu'il y en a qui vont choisir de ne pas l'ouvrir pour ne pas savoir, d'autres qui vont vouloir l'ouvrir. Il va arriver une espèce d'opposition entre les courts segments, les longs segments, une réflexion sur est-ce qu'une vie plus courte a moins de valeur qu'une vie longue. Et tout ça, là, ça m'a... j'ai adoré ce roman-là, ça m'a émue, j'ai vécu beaucoup d'émotions, on suit plusieurs personnages, c'est un roman choral, et puis c'était super bien amené, les personnages
je croyais à qui ils étaient, à leurs réactions, à leurs émotions. C'était vraiment, vraiment une excellente lecture, donc La mesure de Nikki Erling. Maintenant, la meilleure suite de série, je dois dire que c'est La Voix des Roses par Elisabeth von Arbour, qui est le deuxième tome de la série Les Pierres et les Roses. Je viens tout juste d'en parler dans ma dernière vidéo, donc je ne m'étendrai pas, là, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. On est au 12e siècle, on est dans un monde où les choses sont pas comme elles le sont pour nous. Donc il y a deux religions qui s'opposent, les Géménites et les Chrétiens, qui ont à la base Jésus, mais d'un côté Jésus et sa sœur jumelle, et d'autre côté Jésus seul. Il y a de la magie, certains disent que la magie c'est bien, les Géménites, les Chrétiens, eux, sont contre la magie. Donc on suit trois personnages principalement. Et c'est super bien construit. Elisabeth von Arbour est une autrice qui fait toujours attention à la langue qu'elle utilise dans tous ses romans. C'est encore le cas ici. Les personnages sont attachants, l'histoire est complexe. Il y a non seulement des conflits religieux, mais politiques aussi. Puis on voit des trucs du passé, puis il y a des mystères. Alors ça a été une excellente lecture, cette deuxième suite de cette série qui est vraiment, vraiment très intéressante là, pour ceux qui aiment la fantasy. Puis c'est du québécois, donc on n'en a pas assez de la belle fantasy comme ça au Québec. Maintenant, une nouveauté que j'ai pas encore lue, mais que je veux lire. Alors pour moi, ça serait The Paradise Problem par Christina Lauren, qui est un duo d'autrices que j'aime beaucoup. L'histoire de ce roman-là, c'est Anna et Liam qui se sont mariés quand ils étaient à l'université pour avoir accès genre à des prêts et bourses, là, mettons, ou un logement, tu sais, des avantages que tu as quand tu es un couple marié à l'université. Puis ils ont divorcé après, mais 3 ans plus tard, Liam finalement a besoin de l'aide d'Anna parce que dans le fond, lui, pour avoir son héritage, il fait partie d'une famille là, qui a une business... Puis c'est une famille très riche, puis pour avoir droit à sa part d'héritage, il y a une clause qui stipule qu'il doit être marié pendant 5 ans. Puis j'ai pas trop compris, là, encore c'est pas tout à fait clair, là, mais apparemment il aurait peut-être fait croire à sa famille qu'il était effectivement toujours marié avec Anna. Et puis là, la famille veut la rencontrer parce qu'ils l'ont jamais vue. Alors ils vont se retrouver, donc ça m'intrigue, je pense que ça pourrait être une romance intéressante à lire. Puis Christina Lauren font toujours aussi, tu sais, pas juste romance, là, un peu aussi des enjeux contemporains. C'est ce qui me plaît, moi, dans ces romans-là. Donc, on va voir ça. La sortie prévue que j'attends avec impatience, je pense que la date a changé parce qu'au début, je pense que ça devait être au début de l'automne. Puis là, finalement, c'est rendu pour décembre. En anglais, c'est A Witch's Guide to Magical Innkeeping de Sangu Mandana. Sangu Mandana, c'est elle qui a écrit La Société secrète des sorcières extraordinaires, que j'ai adoré l'an dernier. Là, pour moi, ça a été un grand coup de cœur. C'était tout ce que j'aime là, dans de la cozy fantasy. Dans ce livre-là, on va suivre, c'est pas une série, c'est pas une suite de séries, c'est vraiment un stand-alone. On va suivre Sarah, qui était une sorcière puissante, mais qui a perdu ses pouvoirs. Puis maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aide sa tante à gérer une auberge. Elle voudrait évidemment retrouver ses pouvoirs. Puis elle va demander l'aide d'un historien parce qu'il y aurait un grimoire qui pourrait peut-être l'aider, puis lui, Lou, qui pourrait l'aider dans le fond à comprendre ce que le grimoire dit. Et j'ai tellement aimé l'autre livre de Sangu Mandana que c'est sûr que celui-là, j'ai envie de le lire là, dès qu'il va sortir. En décembre, par exemple, c'est un petit peu loin, mais bon, c'est la vie. Maintenant, la plus grosse déception. Alors là, j'y ai réfléchi quand même parce que tu sais, j'ai eu des abandons. Mais je suis pas certaine que mes abandons sont mes plus grosses déceptions parce que il y avait un livre que j'étais certaine qu'il me donnerait accès à une série, puis finalement ça n'a pas eu lieu. C'est Just One Damn Thing After Another par Jodi Taylor. C'est le premier tome des chroniques de St. Mary's, puis j'ai plusieurs personnes autour de moi, dont mon amie Karine de mon coin lecture, qui ont adoré cette série-là. Puis c'est ça, il y a beaucoup de livres, fait que là je me suis dit, ah c'est parfait, je vais pouvoir commencer une série qui va m'amener plein de plaisir. Puis finalement, le premier tome, pour moi, ça l'a pas fait. Dans cette série-là, on suit une bande d'historiens qui habitent à St. Mary's, un institut qui étudie le passé. Donc, ils ont des machines à voyager dans le temps, ils retournent dans le passé, puis ils étudient comment les choses étaient. Puis, dans le premier tome, pourquoi ça n'a pas marché pour moi, j'en ai déjà parlé, donc je vais vous renvoyer vers ma vidéo. Là, je pense que c'était mon bilan du Cold Winter Challenge. Mais
En gros, là, pour moi, le rythme ne fonctionnait pas du tout. Là. Je trouvais qu'il y avait des grands pans, que j'avais l'impression qu'ils étaient là pendant 5 mois, puis finalement, non, c'était 4 ans. Fait qu'il y avait quelque chose dans la chronologie qui fonctionnait pas pour moi. Puis je trouvais les personnages pas assez complexes, pas assez développés. La vilaine était vilaine juste pour être vilaine. J'ai jamais compris ses motivations. Donc pour moi, c'est ça, ça manquait. Je l'ai quand même lu au complet, mais tu sais, j'ai donné genre 2,5 étoiles. Puis j'ai pris la décision de ne pas continuer la série et c'est effectivement une déception. Maintenant, la plus grosse surprise, je dois dire que c'est Down Among the Sticks and Bones de Shannon McGuire, qui est le deuxième tome de Wayward Children. Dans le premier tome, on rencontre ces enfants-là, plusieurs enfants qui habitent dans une même maison, là, dans une école qui les recueille. Ces enfants qui trouvent des portes pour aller visiter d'autres mondes, puis ensuite, quand ils quittent ces mondes-là, se retrouvent un peu désemparés dans le nôtre. Et les personnages qui sont dans Down Among the Sticks and Bones, c'est Jack and Jill, c'est des jumelles, puis c'est deux personnages que je n'avais pas du tout aimés dans le premier tome. Puis leur monde est un monde de vampires, de savants fous, assez sombre. Donc moi, ça m'appelait pas. Je vais être très honnête, là, c'était pas le tome que j'avais envie de lire le plus. Mais comme c'est le deuxième, ben je me suis dit je vais suivre l'ordre, tu sais, dans le fond. Et finalement, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé parce qu'on nous parlait beaucoup de leur début d'enfance, comment elles ont été élevées par leurs parents, puis comment ça a créé une espèce de dualité entre les deux sœurs. Puis le moment dans le monde était grand, mais pas... C'était correct là, pour vrai, puis c'était pas gore, c'était pas violent, c'était beaucoup sur les relations interpersonnelles et c'est super bien écrit là, du Shannon McGuire. On dirait qu'elle nous parle directement, elle fait des petites blagues, des petites remarques à son lecteur, donc ouais, c'était une belle surprise. Je suis vraiment satisfaite et j'ai continué évidemment depuis la lecture de la série, mais je pense que c'est celui-là est le premier qui reste... Mais non, le troisième aussi, je l'ai aimé. Mais quand même, celui-là, je l'ai beaucoup aimé, puis ça, c'était surprenant, je m'y attendais pas. Un nouvel auteur ou une nouvelle autrice préférée, j'avoue que cette question-là m'a amené des questionnements, parce que je peux pas dire que j'ai un auteur qui est nouveau, là, que j'ai lu de janvier à juin, que je me suis dit, oh mon Dieu, c'est la découverte, je veux lire tout ce que cette personne a écrit. Par contre, c'est vrai que j'ai lu toute la série de La Passe Miroir, les 4 tomes en genre 3 mois, donc, et que je les ai beaucoup aimés. Hein. Alors, je dois dire Christelle Dabos, je ne sais même pas ce qu'elle a écrit d'autre, vous me direz, venez me dire ça dans les commentaires, est-ce qu'elle a écrit d'autres choses qui vaudraient la peine, parce que j'ai été fascinée là, par... ce monde-là, cette histoire-là, comment c'était imaginatif, comment c'était organisé, les personnages, leur trame, comment les relations se développent. J'ai trouvé ça super bien fait, c'était vraiment agréable à lire, une belle plume un peu enveloppante. Donc, Christelle Dabos, là, franchement, une très bonne autrice. Alors, peut-être que j'aurais envie d'en découvrir plus d'elle, mais tu sais, j'ai quand même lu 4 livres d'elle cette année, c'est quand même pas mal parce que de commencer une série et de la finir en 3 mois, je sais pas c'est quand la dernière fois que ça m'est arrivé, ça veut dire que, tu sais, je l'ai bien aimé. La prochaine question, on nous demande quel est notre nouveau personnage préféré et pour moi, ça va être Tress, de Tress of the Emerald Sea de Brandon Sanderson. Parce que cette jeune fille-là, mon Dieu, que je l'ai trouvée intéressante. Vraiment, c'est un personnage féminin. Elle est intelligente, elle est débrouillarde, en même temps, c'est pas une drama queen, pas en tout. C'est pas une fille qui est aventurière à la base, tu sais, elle est pas toujours, c'est pas une tomboy, le genre qui dit « Oh non, moi, je suis pas bien chez moi, puis je veux quitter », non, c'est pas ça. Elle le fait par nécessité, donc elle quitte son chez-soi pour aller à la recherche de son meilleur ami qui a disparu, puis elle va vivre plein d'aventures. Elle fait ça parce qu'elle se dit, j'ai pas le choix, elle est loyale, elle vit plein d'aventures. Tu sais, c'est ça, là, c'est toujours des choses qu'elle sait pas faire, puis elle se dit, ben, coudonc, je vais apprendre. Je trouve ça, puis
les gens arrivent pas non plus, elle se laisse pas avoir, donc tu sais, on dirait qu'elle est assez perspicace. J'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé Trace. Un livre qui m'a fait pleurer, ben c'est sûr que La Mesure m'a fait pleurer, mais mettons que je vais vous en parler d'un autre, ben je vais vous dire Funny Story d'Emily Henry. J'en ai parlé très récemment, mais ce qui m'a fait pleurer, c'est pas la romance, c'est plutôt ce que Daphné, qui est notre personnage principal, vit par rapport à son passé. Funny Story, si vous ne savez pas, c'est un personnage dans le fond qui se fait laisser par son fiancé, qui lui commence à une relation avec sa meilleure amie d'enfance à lui, alors que c'était censé être une relation seulement d'amitié. Donc, tu sais, elle vit cette situation-là de rejet, mais il y a aussi quelque chose au niveau de son père, depuis son enfance, qui est pas trop présent. Donc, elle a beaucoup de choses à régler. Puis elle apprend à s'affirmer et tout ça, puis ça m'a vraiment beaucoup touchée de la voir grandir dans le fond, ce personnage-là, puis d'apprendre qui elle est réellement, parce qu'elle avait tellement pris les traits de personnalité, puis les habitudes, puis les hobbies, genre, de son fiancé, que qui était-elle, tu sais, à part d'aimer les livres. Donc, de voir son cheminement-là, ça m'a vraiment touchée, puis oui, j'ai pleuré. Un livre qui m'a rendue heureuse, ça serait Copilote de Sophie Lorrain, qui était l'histoire de ses deux grandes copines, Sarah et Marjorie, qui vont passer quelques semaines à Barcelone en 2008 pour fêter la fin de leurs études universitaires. C'était ça aussi, j'en ai parlé très récemment dans ma dernière vidéo, là, mais pour moi c'était de la nostalgie à l'état pur, c'était doudou au maximum. Ah, ça faisait juste du bien, là. J'ai beaucoup aimé, ça m'a rendue tout à fait heureuse. Et maintenant, la dernière question du tag, le ou les livres que tu dois terminer avant la fin de l'année. Donc moi, j'en ai noté 2 parce que je me suis quand même fait une liste là, des livres à lire d'ici la fin de l'année pour moi-même. Donc, il y a Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg. Donc, dans ce roman-là, on est en Alabama, un café au bord d'une voie ferrée, puis on a une dame de 86 ans qui raconte à une femme plus jeune, Evelyne, là, les histoires incroyables de ce café-là qui s'appelle le Whistle Top. Evelyne, elle approche la cinquantaine, puis c'est une femme rangée, donc ça lui fait découvrir un autre monde. Puis avec la vieille dame, là, elle va apprendre à s'affirmer. Donc apparemment c'est nostalgique, c'est tendre, c'est généreux, c'est plein de saveur et d'humour. Donc j'aime beaucoup Fanny Flagg, ça fait longtemps que je l'ai lu. Il le faut, ce livre-là est vieux comme la terre, genre de ma naissance on parle. Et sinon, il y a aussi le roman Pride de Ibi The Boy, que j'ai aussi depuis très longtemps sur ma tablette. Je l'avais reçu dans un abonnement All Crate. C'est une réécriture de Pride and Prejudice de Jane Austen. Ça se passe par contre à Brooklyn, dans un quartier qui se gentrifie entre probablement un garçon qui vient de cette classe plus aisée et une jeune femme qui a des racines afro-américaines et latinex. Je m'excuse, je suis pas une experte des terminologies. Mais bref, comme j'aime tellement Pride and Prejudice, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Il est temps. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de ce tag de mi-année. Je suis assez satisfaite, là, donc mon année se passe bien. Je vais croiser les doigts pour que ça continue comme ça. Dans les commentaires, venez me dire si de votre côté ça se passe aussi bien ou au contraire c'est la catastrophe. S'il y a des livres dont j'ai parlé que vous avez lus, qui vous donnent envie, ce que vous avez pensé de tout ça. N'oubliez pas de faire un petit pouce en l'air ou de vous abonner si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez été là jusqu'au bout, faites donc un petit emoji de calendrier pour dire qu'on est rendu à la mi-année. Puis je vous revois très bientôt pour ma part. Bye!